Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Air Côte d'Ivoire encore plus haut dans le ciel. La compagnie nationale acquiert un Airbus A320 Neo. C'est le troisième d'une série d'appareils qui s'inscrit dans un projet de renforcement de sa flotte. Les autorités ivoiriennes soutiennent ce plan de développement de Air Côte d'Ivoire. Le nouvel avion a atterri jeudi dernier. Il faut de la responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre la Covid-19. Une interpellation du ministère de la Santé. Le nombre de nouveaux cas ne baisse pas. 3213 enregistrés du 1er au 18 février. Face à cette progression de la maladie, les autorités sanitaires insistent sur le respect des mesures barrières. Traçage de la route de l'esclave en Côte d'Ivoire, la ministre de la Culture, Raymond Goudou Kofi, lance la deuxième phase de ce projet. Il s'agira de faire des études historiques, archéologiques et du patrimoine. Initiée par l'UNESCO, cette étape vise à étendre les recherches dans la Niébitiassa et le Lodjibois. Et puis la Russie a annoncé ce samedi avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la grippe aviaire. Le pays a informé l'Organisation mondiale de la santé. Ce virus a été détecté chez 7 personnes contaminées dans une usine de volailles dans le sud. C'est la fête la plus importante pour les Chinois, le Nouvel An, célébré selon le calendrier lunaire le 12 février dernier. Ainsi, l'année du rat s'est éclipsée pour que vive celle du bœuf 2021, tout un symbole d'organisation de son temps que nous allons comprendre dans ce journal, puisque l'invité de la page Culture, c'est M. Wang Li, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, M. Lepali. Nous entrons dans une nouvelle année, alors que 2020, on le sait, a été marqué par la Covid-19. 2021 commence. Comment vous appréhendez cette nouvelle année, l'année du bœuf? Je souhaite que l'année du bœuf sera une année prospère et de paix. Et je souhaite que la pandémie de Covid-19 sera convaincue dans le meilleur délai. Merci, Monsieur l'ambassadeur. On va vous retrouver dans une trentaine de minutes. Le temps de voir d'abord toute l'actualité. On commence par la flotte Air Côte d'Ivoire qui se renforce. La compagnie aérienne s'est dotée d'un nouvel aéronef, un Airbus A320 Neo. Le pays se donne les moyens de gagner des parts de marché sur le continent. L'avion a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce jeudi. Voici le reportage de Jean-Luc Bambo. Il était 16h ce jeudi 18 février quand l'aéronef flambant neuf, floqué des insignes de Air Côte d'Ivoire, se posait sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un A320 Neo du constructeur Airbus, commandé depuis 2014, qui rejoint et vient ainsi grossir la flotte de la compagnie aérienne nationale. Nous sommes partis de 3 machines en location à aujourd'hui 10 machines, dont 6 en propre. Aujourd'hui, cette machine, ce A320 Neo qui arrive, va compléter à 7 le nombre de machines acquises en propre par la compagnie sur les 10. Cette acquisition vient surtout renforcer les ambitions de l'industrie aérienne de la Côte d'Ivoire et le pays entend se doter des moyens à la mesure de ses ambitions. On peut faire les calculs en disant qu'en 2025, l'aéroport d'Abidjan sera fréquenté par 3 500 000 passagers. Or, cet aéroport actuel, il est fait pour seulement 2 millions de passagers. Donc nous plaidons donc que les travaux de construction du futur aéroport commencent dès maintenant, afin de fluidifier plus tard donc le passage des passagers. Pour l'heure, l'A320 Neo reste la principale fierté de la compagnie aérienne et des autorités ivoiriennes. Celles-ci ont réaffirmé leur soutien au plan de développement d'Air Côte d'Ivoire. Premièrement, pour l'extension de l'aéroport. Deuxièmement, pour continuer à mettre en œuvre le plan de compétitivité d'Air Côte d'Ivoire. Combien de pays des zones ouest africaines et du centre disposent comme nous de compagnies nationales qui survivent au-delà de la 5e année de leur exploitation? La Côte d'Ivoire, incontestablement, est un exemple. Elle est en train de réussir son pari. Il y a sur le continent des compagnies qui peuvent réussir. Seul bémol, le nouvel aéronef est livré à une période où le transport aérien est en pleine crise. La pandémie de Covid-19 a en effet réduit de moitié les performances d'Air Côte d'Ivoire.
La compagnie est passée de 750 000 passagers transportés en 2019 à 346 000 passagers en 2020. La pandémie de Covid-19 qui n'épargne aucun secteur. Au niveau de l'économie numérique, il y a des opportunités d'emploi pour les jeunes. Une rencontre tenue ce matin pour ressortir tous les métiers de ce secteur dynamique. Elle fait suite à une étude qui vient d'être effectuée. On le voit avec Eugène Atoubé. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les ministères techniques, le Bureau international du travail BIT, les organisations patronales du secteur privé, les partenaires techniques et financiers sont les acteurs présents dans les locaux de la CGC, tous engagés pour la promotion des métiers liés au numérique. Le numérique, un secteur pourvoyeur d'emplois qui offre d'énormes opportunités et possibilités d'insertion socio-économique. Il y a une tendance très forte du poids du secteur numérique au niveau du système économique de la Côte d'Ivoire qui entraîne automatiquement le développement d'une stratégie pour permettre aux jeunes de s'orienter vers ce nouveau métier en adaptant le système de formation pour permettre effectivement de réduire considérablement le chômage des jeunes. Le numérique peut déjà accélérer la façon de travailler, la modifier. Aujourd'hui, même dans les zones rurales, il y a des personnes qui ont des portables et souvent des portables Android. Et donc, c'est vraiment de leur faciliter l'accès à l'usage de ces outils. Le numérique, objet de toutes les attentions et dont l'importance a été rappelée par le ministre Pascal Kwaku Abina en charge de l'emploi et de la protection sociale. Il a invité l'ensemble des acteurs à s'approprier les recommandations, rappelant également que le secteur de l'économie numérique est à la fois fort potentiel de création de richesses et niche d'emploi sur le marché du travail. Selon le PND, Plan national de développement 2017-2020, la croissance des emplois dans le secteur du numérique est l'une des plus performantes, avec plus de 71%. La société dans son ensemble aujourd'hui est dans une logique de basculement vers le numérique. Et pour que cela aille de l'avant, il faut que l'école qui forme se mette à niveau. Il faut que l'entreprise accepte de se transformer pour pouvoir continuer à vivre. Et il faut que les citoyens eux-mêmes se mettent également à niveau. Il y a des nouveaux métiers qui émergent et pour lesquels il existe de réelles opportunités. Aujourd'hui, on peut apprendre un métier dans le domaine du numérique sur une courte durée, en 6 mois ou en 12 mois, et renforcer son employabilité sur le marché du travail. L'étude sur le secteur de l'économie numérique et ses métiers en Côte d'Ivoire est une étude prospective. Elle s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique 4 de la politique nationale de l'emploi PNE 2016-2020 qui prévoit de renforcer l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans les secteurs émergents et pourvoyeurs d'emploi. Un autre secteur aux opportunités d'emploi, la filière mangue, mais elle fait face à l'épineuse problématique des piqûres des mouches des fruits. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole apporte son soutien aux acteurs. Le FIRCA a remis 20 000 pièges à mouches à l'administration coloniale, à l'administration agricole, dans les zones de production. C'est un don qui permettra de sécuriser les revenus des producteurs. Lancine Bakayoko. À cause des mouches de fruits, les exportations de mangue en provenance de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui confrontés à une menace d'embargo de l'Union européenne. Ce client majeur déplore en effet beaucoup d'interceptions liées à la présence de larves de mouches de fruits qui détériorent la qualité de la mangue ivoirienne. Les mouches de fruits sont classées par l'Union européenne comme des organismes de quarantaine selon la réglementation phytosanitaire européenne. La détection d'une seule mouche ou de sa larve dans une mangue d'une cargaison entraîne immédiatement sa destruction au port de destination. L'étendue des problèmes économiques posés par les mouches de fruits appelle à une coordination des efforts de lutte contre les ravageurs. Ainsi, grâce au programme d'urgence du secteur de l'agriculture, les 20 000 unités de pièges remis aux opérateurs via le FIRCA vont donc permettre de traiter 25 000 hectares de vergers de manguiers dans les zones de production. C'est de dire aux producteurs, l'État est avec vous. Nous allons faire des activités pour faire avancer la production de la mangue en Côte d'Ivoire, aussi bien quantitativement que qualitativement.
Et ce programme n'est qu'un programme parmi d'autres à venir. Pour mémoire, la mangue fait partie des filières stratégiques dans le cadre de la stratégie Côte d'Ivoire 2030 qui va se mettre en route, donc de 2021 maintenant jusqu'en 2030. Selon les experts, ces pièges dont la rémanence varie de 10 à 12 semaines ont une efficacité avérée contre les mouches de fruits. Avec un rendement de 4 tonnes à l'hectare, la production nationale de mangue est estimée à plus de 100 000 tonnes, dont seulement 20% exportées. Une lutte contre les mouches des fruits qui continue, tout comme celle contre la Covid-19. On reste mobilisé pour mettre fin à la pandémie. Le nombre de nouveaux cas ne baisse pas et reste au contraire élevé. Du 1er au 18 février, les autorités sanitaires ont enregistré 3213 nouveaux cas positifs. Le virus progresse dans nos différents lieux de vie et dans les communautés. Voilà qui inquiète. Alors le ministère de la Santé interpelle dans ce reportage de Salima Toudia. Du 1er au 9 février, 1676 nouveaux cas notifiés et 1538 de plus du 10 au 18 février, soit 3213 nouveaux cas positifs de Covid-19. Les chiffres ne sont toujours pas à une phase descendante. Le nombre de nouveaux cas reste élevé, même si le nombre moyen de cas par jour est passé de 186 à 171 entre les deux périodes. L'épidémie n'est pas encore dans une phase descendante, malgré le taux moyen de positivité qui est passé de 6,9 à 6%. Le nombre de décès est toujours aussi important, malgré tous les efforts faits par les services de prise en charge. Il est en hausse sur cette dernière période. Les décès concernent tous les types de patients, avec ou sans comorbidité. Le ministre invite à une prise de responsabilité individuelle et collective face à l'épidémie de Covid-19 à laquelle s'ajoute celle du virus Ebola en Guinée, pays frontalier du côté de l'Ouest. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, après avoir réactivé le centre des opérations d'urgence de santé publique, a dépêché une équipe dans la région du Tonkui afin de faire l'évaluation de la situation. Les différents préfets de la région du Tonkui ont activé leur comité départemental de lutte contre les épidémies, avec pour conséquence la réactivation des comités de vigilance sanitaire des villages, des localités transfrontalières. Toutes les directions régionales de la santé et de l'hygiène publique, surtout dans les zones frontalières de Man, de Guiglo, d'Odiéné et de San Pedro, ont été mises en mission afin de renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola. Les mesures barrières déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont également valables pour la lutte contre Ebola. On note aussi cette menace sanitaire en Russie. La Russie a annoncé ce samedi avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire. Le pays indique avoir informé l'Organisation mondiale de la santé. Ce virus a été détecté chez 7 personnes contaminées dans une usine de volailles du Sud. Une épidémie de grippe aviaire a touché les animaux en décembre 2020 dans cette localité. Les malades se sentent bien et n'ont pas de complications, rassure l'agence sanitaire russe, et d'ajouter des mesures ont été rapidement prises pour contrôler la situation dans ce foyer d'infection. Ici en Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité continue ses actions de renforcement de la cohésion sociale. Mariatou Koné a pris part ce samedi à la mosquée de Williamsville à une cérémonie de lecture du Coran. Elle encourage les fidèles musulmans à cultiver le vivre ensemble pour garantir la paix. Abou Sanogo. Paix et cohésion. Ce sont les maîtres mots de cette première édition de la lecture du noble Coran initiée par les fidèles musulmans ressortissants de la région de la Bagoué et vivant dans la commune d'Adjamé. Il s'agit pour les organisateurs de prendre une part active dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire en s'appuyant sur l'une des valeurs cardinales de l'islam, l'amour. Dieu est en début de toutes choses, Dieu est à la fin de toutes choses. En confiant le destin de ces élections, en confiant le destin à Dieu, tout va se régler. Cause pour laquelle nous avons initié cette lecture coranique à la veille de ces élections, pour qu'il y ait la paix. Chargé de la lecture coranique et de la prédication, Amadou Dambélé
troisième imam adjoint de la grande mosquée de Williamsville. Il a prié pour des législatives apaisées et pour l'union des filles et fils de la région de la Bagoué. Une prière qui cadre bien avec les aspirations du professeur Maria Toukoni, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, marraine de la cérémonie. Au-delà des fidèles musulmans ressortissants de la région de la Bagoué, elle a invité tous les musulmans de Côte d'Ivoire à œuvrer pour la paix, seul gage de développement véritable engagé depuis quelques années par le chef de l'État Alassane Ouattara. En plus de l'imam principal de la grande mosquée de Williamsville et des chefs des régions du Grand Nord, on notait à cette première édition de la lecture du Noble Coran la présence de plusieurs personnalités au nombre desquelles Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué. Dans l'actualité ce soir, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale fait le bilan des activités de 2020. La haute hiérarchie de ce corps d'élite réunie à Jacquesville, les réflexions portent sur les moyens de mise en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Les hommes appelés à plus d'efficacité dans leur mission. On retrouve Abou Sanogo. Réuni à Jacquesville, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale évalue ses actions et activités menées en 2020 et les perspectives pour 2021. Quant aux actions prioritaires pour l'année 2021, la mise à disposition et la vulgarisation de la doctrine d'emploi, du code et de la charte de déontologie de la gendarmerie nationale, l'accroissement des infrastructures de formation de la gendarmerie nationale, le renforcement de la police de proximité avec les populations. Cette recommandation est essentielle car elle va sous-tendre l'action de la gendarmerie pour cette année 2021 et elle se traduit par un concept, le concept du gendarme efficace et fraternel. Invité spécial de ce séminaire de réflexion, le général de corps d'armée Gervais Kwasi, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Dans l'exercice de notre fonction, il nous faut faire montre d'une conscience professionnelle. Ça se traduit par la connaissance des choses, la maîtrise de ce que vous faites, l'exemple que vous devez donner. Avant de traduire, avant de projeter cet exemple, il faudrait absolument que sur vous-même, cette rigueur s'applique. Se félicitant de la tenue de ces assises de réflexion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, a exhorté ces hommes à être efficaces. Nous devons enseigner le bon comportement, les bonnes manières à nos hommes. Nous devons terminer par ce qu'on appelle la théorie du contrôle social. Il faut donc contrôler les actions que nous menons nous-mêmes, donc l'autocontrôle, donc l'introspection, mais aussi contrôler nos hommes. Nous devons être efficaces. Et pour être efficaces, nous devons travailler dans cet esprit de rigueur, de droiture, de dignité, cet esprit qui n'est autre que l'esprit républicain. Ce séminaire de réflexion qui a duré 3 jours s'inscrit dans le cadre des objectifs dévolus à la gendarmerie nationale pour la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du gouvernement. Une remise de matériel de lutte contre la Covid-19 a meublé cette rencontre. Et les gendarmes qui sont toujours à la tâche avec des résultats qu'on va voir. Dans le centre du pays, à Bouaké, 2 présumés tueurs et un vendeur illégal d'armes mis hors d'état de nuire. Une action de la brigade de sécurité rurale 2 dont nous parle Kader Sogodogo. Ces 2 individus aux mains des fins limiers de la gendarmerie nationale sont soupçonnés d'avoir ôté la vie en février et en novembre 2020 à Ali Diakité, éleveur, et à Raymond Kwasi. Après plusieurs mois d'enquête, la brigade de sécurité rurale 2 de la gendarmerie nationale basée à Bouaké a réussi à les épingler. En leur possession, plusieurs armes à feu et des munitions. On va dire l'outil de travail de ces hommes toujours prêts à déranger la quiétude des honnêtes citoyens. Une fois mis aux arrêts, leur prise de parole n'est pas loin d'une séquence théâtrale bien orchestrée. Mon patron est perdu. Mais il y a un gars, ils ont en train de faire parabantrouiller. Parce que quand il a convoqué, il n'a pas gagné l'argent là. Il dit en route là-bas, il va voir qui est le garçon. Moi, j'ai tiré dans sa jambe. Et quand il est tombé, ceux avec qui j'étais l'ont achevé. Après sa mort, on l'a mis dans un sac et abandonné dans la brousse. En attendant de retrouver d'éventuels complices, ils ont été déférés devant le parquet par les hommes du général Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale.
Et cette autre bonne nouvelle au niveau de la formation, l'Université de San Pedro ouvre ses portes à la rentrée 2021-2022. Les travaux de la première tranche de l'ouvrage sont presque terminés. 3000 étudiants pourront ainsi se former dans de bonnes conditions avec des équipements modernes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité le chantier. Voici la correspondance de Sam Kona. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, en visite de travail sur le site de construction de l'Université de San Pedro. Accompagné du maire de la ville, du préfet des régions et du président du conseil d'administration d'Envol Partenariat, opérateur du projet, Adama Diawara a visité successivement les premiers bâtiments sortis des terres. Il s'agit des amphithéâtres de 250 et 500 places, de la présidence de l'université, du restaurant de 1500 places, des salles de travaux dirigés, du centre médical et des espaces sportifs. Pour le ministre Adama Diawara, tout est presque fin prêt pour accueillir les 3000 premiers étudiants à la rentrée prochaine. Nous avons vu un chantier qui est très avancé. En tout cas, quand on regarde le programme qui est prévu dans la première phase de l'université qui doit accueillir 3000 apprenants, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. De visu, moi-même, je suis venu in situ, comme on dit, voir ce qui s'est réalisé. J'avoue que je suis agréablement surpris par ce qui a été fait et surtout par la qualité des matériaux qui ont été utilisés. Jusqu'en octobre 2021, tout sera prêt. Les travaux de construction de la bibliothèque, de la conciergerie du Kourou, des résidences universitaires et des résidences des enseignants, chercheurs et personnels de l'université qui viennent de démarrer ont été également visités par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avant la réunion technique. Cette promesse sera tenue, non seulement parce que c'est une promesse électorale du président de la République qui fait toujours ce qu'il dit, mais également ce projet tenait absolument à cœur à l'ancien Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. En mémoire pour Amadou Gon Coulibaly, nous ferons tout pour que ce projet aboutisse. Justement, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a lancé les travaux de construction de cette université le 30 novembre 2018. Prévue pour être bâtie sur une superficie de 302 hectares, l'université de San Pedro accueillera à terme 20 000 étudiants qui suivront une formation en sciences de la mer, construction navale, agriculture, agro-industrie, bâtiments, travaux publics, logistique, tourisme et ressources halieutiques. C'est une compétition qui prône des valeurs et des expériences dans le domaine droit et économie. Des étudiants des facultés d'une quinzaine d'établissements universitaires aux prises dans le concours international Génie en herbe OADA. La 12e édition vient de se tenir à Abidjan. Walter Amadou Ouattara. L'article 103 de l'acte uniforme portant droit commercial général précise que la mise à disposition de locaux afin d'exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou toute autre activité professionnelle constitue un bail à usage professionnel. Illustration de la mise en œuvre du concours international Génie en herbe OADA, une activité rattachée à la promotion des atouts qu'offre l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. C'est un concours qui forme et qui ouvre des portes sur le monde des affaires. L'association de promotion et de vulgarisation du droit des affaires déroule les grandes lignes de la présente édition. Pour cette 12e édition, il faut dire que la particularité majeure, c'est l'admission d'une compétition spéciale portant sur le droit de la médiation, parce que c'est un mode alternatif de règlement de conflits. Cette 12e édition est également inédite en ce que elle se déroulera pour la première fois dans un pays de l'Afrique centrale. Toutes les autres éditions du concours Génie en herbe OADA se sont tenues en Afrique de l'Ouest. En termes de participation inédite, le Burundi, les Comores, la France et la Centrafrique. Le prix de la meilleure étudiante, candidate du concours, portera jamais le prix Kwaku Rebecca. Elle était membre du comité international et était la première lauréate du concours. Cette 12e édition du concours Génie en herbe OADA met en compétition 15 établissements universitaires. Le vainqueur de cette compétition nationale représentera la Côte d'Ivoire lors de la phase internationale qui se tiendra en septembre prochain à N'Djamena, au Tchad. Nous sommes à l'heure de votre rendez-vous culturel de tous les samedis dans le 20h.
Issa Tchodon-Yeo nous emmène sur la route de l'esclave. La ministre de la Culture, Raymond Goudou Kofi, lance la deuxième phase des études de ce projet. Elle vise à étendre les recherches dans la Niébitiassa et le Lodjibois. Briser le silence sur la traite négrière et l'esclavage qui ont impliqué tous les continents et provoqué des bouleversements considérables. C'est le sens de la mise en œuvre du projet de la route de l'esclave. Résistance, liberté, héritage, initié par l'UNESCO en 1994 au Bénin. En 2017, la Côte d'Ivoire adhère au projet. Après le lancement de la première phase, qui a consisté à voir la faisabilité de cette route, le ministère de la Culture et de la Francophonie lance la deuxième phase. C'est une étude qui s'est élargie pour essayer de voir quelles sont les zones de provenance des routes qui mènent vers Cap-Lao. Parce que vous savez que même à Sassandra, qui est un port négrier aussi, mais il y a une connexion avec Cap-Lao. Il y a des navires qui stationnent à Cap-Lao et qui envoient des canaux récoltés des captifs le long de la côte jusqu'à Sassandra. La route de l'esclave, si elle est reconnue par l'UNESCO, présente d'énormes retombées pour le pays. C'est un pays anti de grands bénéfices. Moi, je connais la route esclave du Bénin, mais le tourisme de mémoire. Non seulement ça, mais les villages qui vont être identifiés comme des sites importants. C'est pour ça que nous avons comme partenaire le ministère du Tourisme, l'Éducation nationale, la recherche scientifique. Pour la ministre Raymond Goudou Kofi, la route de l'esclave revêt un intérêt capital pour le gouvernement. Le projet Route de l'esclave est donc un programme qui tient énormément à cœur au gouvernement de Côte d'Ivoire, mais que celui-ci veut un cadre de rencontre de la Côte d'Ivoire avec les filles et fils et ses descendants, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Pour nous, l'esclavage ne doit pas être nourri de rancœur. Nous devons plutôt nous en souvenir. Des spécialistes réunis au sein d'un comité piloté par Yves Collant, directeur de cabinet au ministère de la Culture et de la Francophonie, est mis en place pour conduire le projet. Et on retrouve l'invité de la page culture. Ce soir, nous allons tout comprendre de la culture chinoise avec la fête la plus importante pour ce peuple. C'est le Nouvel An ou la fête du printemps. Monsieur l'ambassadeur Kuan Yi. Merci. Je vous souhaite la bienvenue. C'est comme ça qu'on dit en chinois. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, quel est le bilan de ces dernières années entre la Côte d'Ivoire et la Chine? Je parle de la coopération culturelle notamment. La coopération culturelle entre deux pays a déjà apporté des fruits abondants. Nous avons le palais de la culture à Trècheville et nous avons décidé de créer des centres culturels dans nos deux pays. Peut-être à cause de la situation sanitaire, ce projet a déjà été retardé. Mais je crois qu'après l'amélioration de la situation sanitaire, on peut accélérer la mise en œuvre de ce projet. Et nous avons également des visites respectives des groupes artistiques chaque année. Et en outre de ces réalisations, et je suis très heureux de constater que l'Institut Confucius, près à l'université Félix Houphouët-Boigny, a déjà presque 3000 Ivoiriens enregistrés. Et cet institut a donné des cours aux Ivoiriens pour qu'ils puissent apprendre la culture et la langue chinoise. Et en même temps, je sais que 14 lycées ivoiriens ont déjà créé des clubs des amis de la Chine. Ils donnent des cours de chinois aux élèves. Alors, en termes d'infrastructures, vous l'avez dit à l'instant, il est peut-être prévu des constructions d'autres infrastructures, notamment des salles pour la prestation des artistes en dehors du palais de la culture.
salle de... Des spectacles en dehors du Palais de la Culture, dans le cadre de la coopération? Jusqu'à aujourd'hui, pas encore, mais nous avons le plan de, comme je vous ai dit, nous avons le plan de créer des centres culturels. Je crois que cela contribuera à la connaissance mutuelle entre les peuples de notre pays. D'accord. Alors, depuis le 12 février dernier, on sait, la Chine est dans une nouvelle année. C'est l'année du bœuf, puisque celle durant 2020 est achevée. Quand la Chine organise son temps, on va donc suivre cet élément de Serge Coléa et on se retrouve. La culture chinoise s'exprime à l'occasion du Nouvel An chinois, ou si vous préférez, la fête du printemps. Les groupes artistiques venus de Chine exportent les rythmes, chants et traditions. En collaboration avec le gouvernement ivoirien, des spectacles sont organisés en Côte d'Ivoire. En 2020, les 26 membres de China Kual Maina Art Troupe ont occupé la scène du Palais de la Culture de Treichville, de passage pour créer ce pont culturel entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La musique, la danse, le chant ont meublé ces événements. Une tribune de brassage qui intensifie les liens culturels entre Ivoiriens et Chinois. Grâce à ces représentations, la population ivoirienne connaît mieux la culture chinoise. Le Nouvel An chinois est la fête la plus importante pour les Chinois. Ce 20 février est le 9e jour du calendrier lunaire du Nouvel An chinois. Et l'année 2021 donc a démarré, l'année du bœuf. Que nous réserve, monsieur l'ambassadeur, cette année du bœuf? Bon, vous savez que le bœuf est un animal qui est aimé beaucoup par les Chinois. Le bœuf, c'est un symbole de diligence, de notoriété et de fortune. Et donc c'est vraiment un animal que les Chinois aiment beaucoup. Alors, si on doit célébrer, par exemple, une fête de Nouvel An en Chine dans la pure tradition chinoise, comment ça se passe? Bon, vous savez que la fête du printemps est la fête traditionnelle la plus importante pour les Chinois. Donc, quand la fête du printemps approche, et presque tous les Chinois, où qu'ils soient, même à l'étranger, rentrent chez ses parents. Et le soir de la réveillon, tous les membres dans la grande famille se sont réunis pour passer un repas copieux. Et les enfants, c'est surtout les enfants qui sont les plus importants, parce que leurs parents vont donner des sachets de papier rouge aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, le sachet de papier rouge? Ça veut dire les parents mettent un peu d'argent dans une petite enveloppe. Oui. Ça, c'est la raison pour laquelle que les enfants sont les plus contents. Ah, d'accord. Alors, mais la Covid-19, on le sait, a bousculé les festivités. Sinon, les années antérieures, c'est avec une belle célébration, notamment en Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture. Mais comment la communauté chinoise a célébré cette année, ici notamment? Cette année, à cause de l'influence de Covid-19, la célébration se fait plutôt en ligne. Comme vous avez vu, les émissions spéciales qui ont été diffusées par RTI en collaboration la CGTN, une émission spéciale, la fête du printemps ici et ailleurs. Ça a présenté comment les populations, comment les ressortissants chinois à l'étranger célèbrent la fête du printemps. Et l'ambassade de Chine a mis à la disposition à la RDI 3 performances artistiques. Il comprend la danse, la musique et l'acrobatie. Alors justement, parlant de ces particularités, c'est quoi la particularité de ces artistes, de ces troupes que l'ambassade a proposées? Par exemple, il y a un théâtre sur lequel le théâtre raconte une histoire que le peuple chinois, comment
protège la fleuve mer, ça veut dire la fleuve jaune de la Chine. C'est plutôt un théâtre qui concerne la protection de l'environnement. D'accord, mais il y avait aussi la danse, ensuite. Oui, la danse traditionnelle chinoise. Mais aussi l'acrobatie. Où on voit peut-être des pas de ce qu'on pourrait appeler le karaté. Comment on voit, nous? Oui. Donc, j'espère que ces performances artistiques seront diffusées très prochainement par RTI1. D'accord, très bien. Alors, l'année 2020, c'était l'année du rat. 2021, c'est l'année du bœuf. Il y a eu bien d'autres bêtes qui ont été déjà annoncées, qui sont déjà passées. Pourquoi la Chine identifie ces années par rapport aux animaux? Il y a beaucoup d'arguments. Je crois que le plus convaincant, c'est la théorie de la culte des totems. Vous savez, au temps ancien, et les gens sont très proches aux animaux, soit des animaux domestiques comme le chien, le coq, soit des animaux sauvages, même dangereux. Par exemple, le tigre et le serpent. C'est ce qui explique que chaque année, on a environ 12 oui. Nous avons 12 animaux qui désignent l'année de naissance d'une personne. Nous avons le premier, c'est le rat. Le deuxième, c'est le bœuf. Et puis, je ne connais pas l'ordre, mais le dernier, c'est le cochon. On a le rat, le bœuf, le coq, le tigre, le lapin, le chèvre, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le cochon. Oui, le cochon, c'est le dernier. Le dernier. Peut-être parce que le cochon ne marche pas très vite, donc il est le dernier. Donc finalement, on a eu le dernier. Donc si cette année finit, l'année prochaine, évidemment, on a le tigre. Le tigre, oui. Ce sera pour 2022. 2022. D'accord, mais en attendant, est-ce qu'on peut savoir déjà, est-ce que c'est possible de savoir ce que le tigre, l'année 2022, nous réserve? J'espère l'année prochaine sera une meilleure année. Pour l'année prochaine, nous pouvons mener une vie plus agréable. Bon, en attendant, donc, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau, parler du Nouvel An, sans évidemment vous donner l'opportunité de présenter vos vœux, puisque nous sommes en 2021. Donc, on a célébré dernièrement, le 12 février, le Nouvel An chinois. Merci. Enfin, je voudrais exprimer mes meilleurs vœux de santé et je voudrais souhaiter une très bonne année de bœuf, de prospérité, de fortune, de santé aux amis ivoiriens et aux ressortissants chinois en Côte d'Ivoire. Merci, M. Koudou. Merci, M. Wang Li. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. L'invité de la page culture, on voit bien que la Chine organise son temps selon le calendrier lunaire et chaque nouvelle année a sa particularité. Merci d'être passé sur ce plateau du 20h et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi Retour de l'actualité 23h. Avec Herman Guivet, on retient cette pensée du sage, c'est le tuteur de l'héritier qui connaît la valeur de l'héritage. Dieu le voulant, on se retrouve demain.